Bonsoir, il est 18h10 ici à Rome. Il y a quelques heures, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques de la 60e armée, commandées par le maréchal Ivan Kalatso, arrivèrent pour les premières dans la ville de Auschwitz en découvrant un camp qui était déjà connu, un camp d'internement, celui de Auschwitz, pour en libérer les personnes qui avaient survécu. La découverte de Auschwitz et les témoignages ont révélé à tout le monde l'horreur du massacre, du génocide nazi. Et la résolution des Nations Unies du 1er novembre 2005, on a consacré cette journée qui célèbre de manière non définitive ce que l'on appelle la fin de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale. Bonsoir, je passerai tout de suite à Rabat, à la directrice de l'Institut italien de culture qui va nous introduire aux invités de ce soir. Bonsoir à vous tous de l'Institut italien de culture de Rabat. Cette année, l'Institut italien de culture italienne de Rabat propose cette rencontre et un film que vous allez voir d'ici peu à l'occasion de la journée de la mémoire. Comme le rappelait Monsieur Gentile, la résolution des Nations Unies, et je voudrais rappeler également que l'Italie a institué le jour de la mémoire par une loi en 2020, la loi 211, avec l'intention justement que les événements liés à la Shoah ne se produisent plus jamais. Avant, et donc je voudrais remercier les invités éminents qui ont accepté d'être ici avec nous ce soir. Et donc, j'adresse mes salutations à la présidente de la communauté juive de Rome, Madame Ruth Rurallo, et j'adresse mes salutations à Susanna Chaki, présidente de l'Association Femmes Juives d'Italie, Monsieur le professeur Giorgio Sacerdato, président du Centre de documentation juive contemporaine de Milan, Monsieur le directeur du Musée national du judaïsme de Ferrara, Monsieur Spagnoletto, la réalisatrice Miriam Camerini et Madame la professeure Pavano de la Scuola Normale di Pisa et Madame Daniela Rana Tedeschi, présidente de l'association Fils de la Shoah. Je ne veux pas m'attarder car il y a ces invités éminents qui nous permettront d'avoir une plus grande connaissance de ces événements. Je voudrais simplement dire que la mémoire historique de la Shoah concerne toute l'humanité, car de cette tragédie humaine, l'on peut et l'on doit tirer des enseignements. Je passe donc la parole à notre conducteur qui va à son tour introduire les invités de ce soir. Merci. Je m'excuse pour les 10 minutes de retard sur notre début d'émission. Je resterai à Rome et je ferai parler la présidente de la communauté juive de Rome qui dirige de manière
de manière à accueillir le consensus général, cette communauté elle continue également son travail comme femme entrepreneur. Et donc, c'est à elle que je vais passer la parole. Tout d'abord, bonsoir et merci de cette occasion de raconter ce que cela veut dire que de diriger une communauté juive, car cultiver la culture juive dans une ville, dans une nation est un défi actuel et c'est un grand investissement que de transmettre l'éducation, que de faire connaître l'histoire de cette communauté qui réside dans cette ville depuis plus de 2000 ans et qui a caractérisé l'histoire de la ville et du pays en faisant face à chaque fois des thèmes les plus divers et en fournissant toujours une différente perspective. Il y a eu également des occasions où l'on a dû s'opposer à des dérives qui évoquent des temps lointains et nous nous sommes toujours engagés dans ces débats afin justement que cette histoire que nous devrions tous connaître nous met dans une situation pour laquelle l'on devrait être toujours les interprètes de certaines activités qui, malheureusement, dans le contexte de la ville ou dans les attitudes, se dégagent récemment avec une violence particulière. Oui, nous devons prendre acte des derniers événements de faits divers que nous avons tous vécus, car ceci ne concerne pas simplement chaque ressortissant mais, de la communauté juive, mais toute notre communauté. Je voudrais connaître les relations étroites et complexes que la communauté a avec la ville de Rome. Oui, la communauté est tout à fait ouverte à cette ville et il n'y a vraiment aucune fermeture, contrairement à ce que plusieurs pensent. C'est un préjugé. C'est pourquoi, au cours des dernières années, nous avons fortifié, nous avons renforcé cette osmose par la réalisation d'expositions importantes consacrées à la Renaissance. Notre synagogue peut être visitée comme tout notre quartier. Il y a tout un itinéraire de l'histoire juive romaine et de l'histoire de Rome par des lieux sûrs et des lieux chaleureux où les parfums se mélangent à l'histoire, où la gastronomie devient un modèle culturel d'identification avec cette ville. Et puis, nos activités auprès des écoles juives, ce sont des écoles publiques et dans les synagogues où il est facile de se rencontrer avec beaucoup d'affection et de chaleur dans les quartiers où nous sommes présents. Et oui, le quartier où se trouve la synagogue, l'ancien ghetto, est un des plus fréquentés du point de vue historique et architectural. Ce quartier va des fori impériali au Colisée et donc et parfois il est même difficile de s'y promener parce qu'il y a des touristes et des Romains qui peuplent les petites ruelles, car c'est vraiment un plaisir que de se promener. C'est un plaisir vraiment qui est commun. En 1887, Jean-Paul II fut le premier pape à visiter la synagogue et en 2010 également.
et Pape François également. Donc, il y a des relations de dialogue, d'ouverture entre deux religions si importantes de l'histoire, non seulement italienne, mais du monde entier. Oui, oui, absolument. Il s'est agi de moments intenses, d'exemples, car l'important, c'est de transmettre des modèles positifs par la reconnaissance des diversités. J'ai accueilli Pape François dans la synagogue majeure. Ça a été une expérience très significative, tout comme j'ai accueilli peu avant la pandémie, Monsieur le Président Mattarella avec les écoles juives pour donner vraiment l'idée d'une communauté scolaire qui suit les valeurs et les institutions avec un grand respect dans le discours mémorable du président qui nous rappela que les Juifs romains sont les plus romains des Romains. Un geste vraiment important pour réaffirmer, comme il l'a toujours fait durant son mandat, un respect et une lutte contre toute forme de discrimination et d'antisémitisme. Je m'associe à notre président Mattarella qui va nous manquer. Une dernière question concernant le sens du 27 janvier. Les Nations Unies ont institué cette journée et dans les autres pays également, l'on a accepté cette journée, cette résolution, mais il n'y a pas besoin d'avoir une journée qui rappelle cet événement et surtout qui rappelle la Shoah. Mais je crois que ce 27 janvier devrait être valable toute l'année car les remontées d'antisémitisme existent et surtout de la part de certaines forces politiques qui devraient peut-être étudier quelques livres d'histoire. Vous avez bien dit des remontées, c'est un euphémisme. Il y a toujours un antisémitisme qui parfois s'élargit par des instruments tels que les médias sociaux, dans les stades, dans d'autres contextes également. Et le 27 janvier devient l'occasion pour s'arrêter un instant et pour réfléchir. Vous avez bien dit, certainement pas pour les Juifs qui ont les signes dans leur âme toute l'année, mais pour la communauté civile à l'intérieur de laquelle nous voulons être insérés et reconnus pour développer notre avenir. Au cours des dernières journées, il y a eu beaucoup d'épisodes d'intolérance et d'antisémitisme chez les jeunes aussi. Et s'arrêter un instant pour remarquer un passage qui est ignoré par plusieurs et face auquel certains tournent aisément le dos et sont indifférents, eh bien, c'est là le sens d'une civilisation, d'une société que nous voulons construire et que nous continuons à répandre en termes de valeurs et de messages. Et ce également que nous devons à ceux qui ne sont plus là et à ceux qui sont retournés pour raconter leur expérience. Les témoins de la mémoire, le 27 janvier est une valeur, est un avertissement, un engagement, une responsabilité. Et même tous les jours devraient être un peu 27 janvier. Sans cette expérience et sans cette conscience, le risque est de retomber dans des abîmes, surtout dans des périodes si peu certaines pour nos jeunes.
Madame le Président, je m'associe à vos propos, notamment sur la valeur que le 27 janvier a. Donc, merci, bonne poursuite dans votre mandat extraordinaire et nous savons que vous obtiendrez des grands résultats pour les prochains défis. Merci, merci à vous. Bien, alors à ce point, je ferai un changement de programme. Nous avons eu 10 minutes de retard. Je passerai à Milan chez Susanna Cecchina pour nous faire raconter son expérience comme femme engagée dans le secteur de la communauté juive milanaise et surtout comme présidente d'Admission pour nous raconter en quoi consiste cette association qu'elle préside et quelle est l'activité que cette association mène. Merci de votre invitation. Bonsoir à tout le monde et bien et à Deviso, eh bien, pour en parler, il faut faire une précision, car c'est une association de femmes, peut-être la seule qui peut vanter d'être un témoignage de l'histoire internationale dans les dernières 100 années. L'association Femmes, née le 23 mai 1927 à Milan, grâce à un ouvrage important, à une femme qui a réuni autour d'elle les femmes juives. La Devi permet aux femmes juives et italiennes d'être sauvegardées dans leur identité et de pouvoir exprimer leur engagement social vis-à-vis d'un régime qui entrave la naissance d'Israël. Et à ce point, cette association se développe dans un moment de conscience du rôle de la femme et du sionisme qui voit le rêve d'une nouvelle patrie se faire plus concret. Il y a donc une forte volonté des femmes de changer le monde pour d'autres femmes moins nantis. Donc, c'est une organisation mondiale qui agit en Israël afin d'améliorer des femmes de toute ethnie et religion. Et c'est fondamental. La condition de la femme et son affranchissement dans le monde de l'emploi et de la société. L'internationalisation de cette société remonte à l'an 1931. L'on reçoit de Londres la communication officielle de pouvoir s'unir à l'association Rizzo en 1931. Donc, et voilà que commencent les années du travail. Les premières 10 années permettent de créer de nouvelles antennes en Italie également, afin de faire avancer nos projets. Dans les premières années 30, l'on a assisté les émigrés de l'Europe orientale, mais la montée au pouvoir d'Hitler change la situation et provoque la dissolution de cette association sous le fléau nazi. Les femmes juives en fuite des pays qui étaient sous cette menace terrible, qui était sur le point d'incomber. Donc, les premières femmes juives en fuite créent 19 associations en Amérique du Sud. En Europe, les 102 associations sont éliminées en Pologne et 69 également. Woodwitz, en 1939, connaît beaucoup
connaissez beaucoup de membres qui sont réduits de la moitié à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, avec les rois raciaux, il y a un dur coup qui est porté aux Juifs, et notamment aux femmes juives, parce que plusieurs de ces femmes travaillaient dans le monde de l'école et elles avaient été exclues du monde scolaire. Et la perte de l'emploi multiplie les demandes d'aide à notre association. En même temps, le nombre de ceux qui peuvent aider diminue suite aux expatriations également des familles juives. En un seul an, les associés diminuent. L'occupation allemande en 1943 fait en sorte que tous les Juifs résidant en Italie soient déportés. L'on vit alors l'impossibilité de poursuivre nos activités et beaucoup de femmes ne retourneront plus des camps d'internement. L'on commence alors une activité clandestine et l'on faisait des réunions très fatigantes, l'on ne pouvait pas utiliser le téléphone, l'on avait des restrictions. Et ces quelques réunions avaient lieu dans des petits locaux. Beaucoup de présidentes détruisirent les documents de notre association. Et pour reconstituer l'histoire de ces années, nous avons donc peu de moyens. Le nombre des associés était en diminution constante à cause du départ au-delà de l'océan ou des voyages sans retour. Les activités ont malgré tout poursuivi. Est-ce que je peux vous interrompre, madame, un instant? Je voulais parler un peu du présent. Le travail que vous faites, un travail également qui parle de la violence contre les femmes, l'antisémitisme. Et j'ai eu l'occasion de lire, comme vous l'avez cité, la liste du nouveau conseil dont vous êtes la présidente. Et il y a des membres qui vont de Florence à Bologne, de Turin à Venise, à Naples. Presque toutes les plus grandes communautés juives y sont représentées en Italie. Oui, eh bien, nous avons 16 sections en Italie, 16 villes. Et oui, il y a eu un de nos sièges dans chacune de ces villes et le Conseil national compte des représentantes de différentes villes. Il y a donc la possibilité, surtout à présent, dans ce moment si difficile de pandémie, on a pu enrichir nos travail par des réunions sur Zoom pour nous rencontrer fréquemment et pour faire avancer notre travail. Autrement, on aurait risqué de nous arrêter complètement. Eh bien, alors je resterai à Milan car vous l'avez cité. À ce point, je ferai parler Giorgio Sacerdoti du Centre de documentation juive de Milan. Président, cette activité importante de mémoire historique et critique, non seulement de l'Holocauste, mais de l'histoire juive en Italie. Bonsoir, bonsoir à vous tous, merci. Eh bien, je m'introduis volontiers
dans la droite ligne des activités des organismes juifs. Nous avons des communautés qui sont tout à fait ouvertes au monde extérieur. Le centre de documentation donc date fut constitué comme association de jeunes dans les années 50 à Milan pour rassembler de la documentation, des témoignages de la Shoah au sein des communautés juives. Il n'y avait pas beaucoup d'attention qui était portée à la documentation dans des années qui étaient récentes. Il y a eu donc une modernisation qui naît à Milan, un centre de résistance, de mouvements républicains, de référendum, et donc qui a continué sa voie comme centre reconnu au niveau national et international comme point de référence de la Commission européenne et d'autres organismes. Yad Vashem, mémorial de la Shoah à Paris, enfin, mémorial et centre de documentation juive. Juive, Bruxelles et d'autres encore. Une association, une ONLUS du troisième secteur qui a son conseil d'administration qui exprime les communautés principales, les communautés juives principales qui a son budget, son bilan et qui entreprend une recherche historique et documentaire. Par exemple, Madame la présidente de l'ALDEI rappelait cette œuvre de documentation. Il y a eu des documents qui ont été donnés. L'on examine ces documents. Il y a tout un réseau national. L'on peut les consulter et c'est l'initiative la plus importante. L'on a exactement documenté la Shoah, une recherche de Liliana Ciotto. Il y a maintenant également la liste presque unique par rapport à d'autres pays. Nous avons la liste des victimes. L'on a trouvé des documents sur les convois, une documentation exhaustive qui sert à bloquer le négationnisme. L'on ne peut nier ces faits. Il y a la preuve pour chaque personne, pour chaque adulte, pour chaque enfant, car ils ont eu eux aussi un destin très triste. Et puis, il y a une activité culturelle au sein des écoles, éducation, des cours pour les enseignants. Nous sommes également décentralisés grâce à Zoom, collaboration avec les forces de l'ordre, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, activités au sein des écoles. Et puis, nous avons une bibliothèque de 30 000 volumes, non seulement sur la Shoah, mais sur l'histoire contemporaine, sur l'Italie, sur les communautés juives. Nous parlons de la moitié du 19e siècle. Une bibliothèque même sur l'Europe qui est en ligne. Nous devons être également modernes dans la façon de nous adresser, de présenter la documentation. Une chose importante aujourd'hui, nous avons marqué un tournant du siège historique d'où nous sommes depuis toujours, un immeuble où se situaient les écoles juives depuis 1945
Nous sommes en train de nous transférer à la gare centrale, à côté du mémorial qui a été fait et qui a été découvert cette année. Et en pouvant le visiter et en pouvant visiter également l'endroit d'où sont partis les convois de la déportation. Donc, il y a une synergie entre le mémorial et la gare. Et puis, nous avons également une structure du mémorial qui est très importante et nous avons la possibilité également d'une consultation avec des salles de lecture pour tous ceux qui souhaitent se documenter. Nous avons également une section de livres d'art. Ce livre parle de l'Italie et de judaïsme. C'est un livre qui est sorti depuis peu, qui parle de la vie et des vies juives en Italie et de l'État d'Israël. Voilà un peu un panorama, un aperçu que je voulais dresser et je vous remercie. Ce volume a comme maison d'édition Le Mulino. C'est un livre important. Nous avons des rendez-vous importants et je voudrais respecter toutes les interventions. Myriam Camerini, alors, sur un thème un peu différent. Myriam, née à Jérusalem, et elle travaille comme réalisatrice et étudie également pour devenir rabbin. C'est un résumé trop succinct et donc c'est elle qui va nous le raconter. Bonsoir, merci de votre invitation. Nous avons organisé avec nos étudiants un texte de Bertolt Brecht qui est consacré à cette journée et nous avons travaillé avec leur enseignante de peinture, Barbara Nachman, sur un texte de Bertolt Brecht, Terreur et misère du Troisième Reich, en plein nazisme. Et nous avons utilisé des images de ce que l'indifférence crée dans la société, la capacité d'ignorer les signaux alarmants qui sont autour de nous dans les vies privées, dans les salons de chaque personne. C'est là que se crée ce qui porte au massacre, tout né du petit. Et nous avons réfléchi également dans la table ronde qui a suivi au langage, comment le langage engendre de la violence, non seulement en utilisant un langage de violence, d'agression, à quoi nous assistons, mais enlève également du sens. Le plus notre langage s'appauvrit et devient approximatif dans ses contenus, le plus l'on crée une indifférence par rapport aux choses qui est très dangereuse. Ce matin, avec l'Université de Rocca, avec certains étudiants de l'université et des lycées milanais, nous avons, grâce à Zoom, une rencontre du titre « Sois lent quand tu juges », qui est un texte de la Torah orale. Et ça a été une rencontre pour parler aux jeunes des écoles supérieures et de l'université des Juifs vivants. Nous avons utilisé des images des succès récents, Netflix, les séries télévisées consacrées
au judaïsme à propos du langage, peu précis comme fenêtre sur un monde avec toutes ses complexités. Sois lent quand tu juges. Et à la fin de cette longue journée, j'ai pu vraiment ajouter de la profondeur à notre façon de réfléchir et d'interagir avec les autres. Merci. Je reste encore à Milan. J'avais promis de la faire parler. Daniela Tedeschi, présidente de cette association très importante qu'elle représente. Elle va nous raconter et ce qui nous permettra d'introduire le thème central de ce film qui a été réalisé. Les enfants ont une mémoire. Bonsoir à tout le monde et merci de votre invitation et merci à tous les participants. Comme vient de le dire Kamedini, c'était une journée très pleine d'engagement. Mon association est importante, elle a été créée par tous ceux qui ont survécu. C'est l'origine de la mémoire, vraiment, de l'Italie. C'est l'origine de la documentation dès les premiers jours après la guerre. On est né en 98. Ces personnes voulaient se faire entendre auprès des écoles. La mémoire est la mémoire que nous connaissons aujourd'hui grâce à eux. Et dans les années 80, et ceci n'avait pas lieu auparavant et peu de personnes avaient la force de raconter. Et donc, c'est grâce à eux que notre association est née. Et Liliana Fede, Madame la sénatrice, nous aide dans notre travail. Et notre activité principale est de consacrer notre activité au monde de l'école. Au cours des années, nous avons fondé deux grandes institutions, le Mémorial de la Shoah de Milan et la Fondation Musée de la Shoah de Rome, deux grandes réalités. Et l'association Enfants de la Shoah travaille avec ces institutions au niveau des contenus pour les enseignants. Et surtout, ce sont deux institutions importantes en Italie pour ce qui est de la connaissance et de l'histoire. Avec l'émergence du Covid et la fatigue des témoins qui affaiblissent leur voix au fil des années, notre activité est de former des enseignants pour les écoles, une activité didactique. Donc, nous avons une plateforme multimédiale, nous avons des nombres d'étudiants et nombre d'enseignants qui nous suivent. Nous faisons des cours de formation nationaux et je reprends ce que vient de dire Madame Camerini tout à l'heure. Ce n'est pas facile que de parler de choix, que d'aborder un thème si compliqué. L'on risque de créer une dissociation, de banaliser. Et en réalité, il y a des lignes à suivre, c'est-à-dire lier la connaissance de l'histoire et des documents aux voix des témoins, à leurs propos, à leurs mots, à leur vécu. C'est un travail extrêmement satisfaisant. Nous avons beaucoup de succès. Et si je peux ajouter quelque chose, eh bien, ceux qui pensent que ce jour est obsolète, est devenu banal, eh bien, peut-être il peut l'être à certains égards dans la société civile, mais non pas dans les écoles. Je revendique l'importance du jour de la mémoire dans les écoles pour ce qui est du monde de l'éducation. Ça permet aux jeunes de réfléchir. Pour nous, le jour de la mémoire est toute l'année. Le 27, c'est
où nous réussissons à travailler le moins avec l'école parce que nous avons des événements. En réalité, notre travail est à 360 degrés tous les jours. Nous faisons des cours de formation pour les enseignants dans les lieux de la mémoire et scolaire à la Machem, à Jérusalem. Et les enseignants trouvent du soutien pour leurs projets didactiques. Nous suivons leurs jeunes et surtout, nous sommes tout près des témoins qui, par leurs mots et leurs souvenirs, nous aident à transmettre ce qui s'est passé. Une question particulière. Vous faites un grand travail, un travail très important. Quelle est la perception des enfants d'aujourd'hui? C'est une chose qui semble aussi éloignée, mais en même temps si actuelle. Les enfants ont besoin d'écouter les témoignages. Nous recevons beaucoup de lettres après qu'ils ont écouté un témoignage ou lu des documents. S'ils suivent des approches didactiques correctes selon leur âge et leur capacité de compréhension, ils ont toujours une attitude extrêmement intéressée. Il ne s'est jamais passé, il ne s'est jamais produit de proposer des thèmes que nous choisissons. Il ne s'est jamais passé que des jeunes ne soient pas intéressés. Si on leur propose de la bonne manière, ils participent et sont très intéressés. Une fois raconté l'histoire de la Shoah, on peut l'actualiser sur les grands thèmes que cette tragédie a entraîné. Le fait de devoir combattre l'indifférence, sur le fait d'être des ressortissants actifs. Il ne faut pas banaliser la Shoah, mais il est possible de tirer des enseignements importants afin que les jeunes soient conscients de la complexité du monde et surtout stand up, prend une position. Ça, c'est un message très positif qui soulève l'intérêt des jeunes dans les écoles. Que va-t-il se passer d'ici une heure? Eh bien, au Conservatoire de Milan, nous aurons un concert de swing, de jazz, une musique dégénérée qui, en Allemagne, en Italie, durant le fascisme dans les années 30, était prohibée, était interdite. Et donc, jouer cette musique est une arme de résistance spirituelle. Et ce soir, nous rendrons honneur par des lectures, des témoignages et l'exécution de ces pièces. Voilà la présentation de ce concert d'ici une heure. Oui, il sera sur la page Facebook de l'association. Merci. Merci, merci, Madame le Président. À ce point, j'irai à Pisa, chez Madame le professeur. Eh bien, chercheuse, écrivaine, vous n'avez pas besoin de présentation. Vos livres parlent tout seuls pour ce qui est de votre activité. Pouvez-vous nous raconter, en partant de votre dernier ouvrage, votre fatigue littéraire, pouvez-vous nous parler de vos ouvrages et de ce qui s'est passé dans le monde en Italie, non seulement pour ce qui est des relations entre la communauté juive et le reste du monde. Merci, bonsoir à vous tous. Oui, j'essaye de le faire, j'essaye de raconter ce que je fais depuis des années. Comme historienne, je m'intéresse des phénomènes de la persécution antisémite entre les deux guerres et en Italie notamment. Mon travail au fil des ans a mis en relief l'autonomie par laquelle le fascisme a poursuivi son dessein persécutoire
pour changer la vision qui est encore présente dans les manuels d'histoire, c'est-à-dire que la persécution des Juifs italiens fut faite parce que c'était Hitler qui l'avait voulu. Il y avait eu une pression allemande qui avait poussé l'Italie à s'aligner. Comme plusieurs d'autres collègues, j'ai reconstitué cette fausse nouvelle pour démontrer l'autonomie absolue du fascisme dans cette décision et dans la façon dont le régime l'a fait avancer. Je voudrais rappeler que la persécution du fascisme a duré 7 ans et en Europe occidentale, c'est la période la plus longue d'un dessein persécutoire contre les Juifs. 7 ans, ça fait vraiment beaucoup. La politique du fascisme s'est modifiée et s'est enracinée dans les premières 5 années de la persécution ont été des années très lourdes pour la communauté. On a perdu l'emploi, une idée d'avenir, la possibilité de voir les enfants fréquenter l'école. Et les Juifs ont fait l'objet de véritables confiscations, de saisie des biens qu'ils possédaient selon un modèle analogue au modèle allemand. Ça a été donc une introduction, celle de saisir les biens pour toute l'annulation progressive qui a été perpétrée par la Shoah. Mes ouvrages suivent ce processus compliqué en démontrant l'autonomie absolue des fascistes au niveau périphérique et central et en démontrant le cynisme par lequel plusieurs Italiens ont accueilli ce tournant antisémite, parce que le fait de pouvoir profiter de la situation en pouvant avoir un emploi qui, le jour avant, était celui du collègue, a représenté un encouragement à soutenir le dessin antisémite. Un moment important en Italie a été celui des lois raciales qui ont produit la déportation de beaucoup de Juifs italiens. Mais quelle est, selon vous, quelle peut être à présent, aujourd'hui, la méthode, non seulement pour rappeler, mais pour faire comprendre quelles ont été les erreurs des lois raciales, mais d'où naissent les lois raciales? Oui, plusieurs se sont occupés de ces aspects pour démontrer qu'il y a eu dans l'histoire d'Italie après la Renaissance, après il Risorgimento, un antisémitisme souterrain culturel par les autorités catholiques qui a été porteur d'anti-judaïsme. Et la culture italienne, la société italienne ont fait l'objet de propagande, de messages antisémites, qui se sont sédimentés. Et lorsque le fascisme a décidé d'institutionnaliser ce pas par les lois, il y avait en amont une longue histoire qui ne représentait pas une surprise, quelque chose de tombé du ciel, mais s'enraciner sur tout un processus de dizaines d'années qui comptait des épisodes et
une pensée antisémite qui a toujours été présente dans la culture italienne. Bien sûr, non pas de cette façon si explicite de la culture allemande, mais notre pays aussi y a contribué. Merci, merci, Madame Pavan. Je passerai à Ferrara parce que nous nous faisons raconter un autre aspect important, celui du Musée national du judaïsme italien à Ferrara, présidé par Mede Spagnoletti. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, quelle est l'activité que vous menez au sein du musée pour rappeler cette tragédie terrible? Eh bien, ce musée qui a commencé ses activités à la fin de l'an 2017 est la volonté du législateur et du Parlement par une loi votée à l'unanimité qui a institué le Musée national du judaïsme pour illustrer cette histoire bimillénaire du peuple juif en Italie pendant 2000 années et d'autre part pour raconter la Shoah. Les deux choses sont connexes et elles sont importantes pour avoir une interprétation et pour transmettre la tragédie de la Shoah. Ce musée qui commence ses activités avec une exposition permanente sur les premières 1000 années jusqu'à la Renaissance a été inauguré en 2017 par notre président, M. Mattarella, que je remercie de toute son activité et nous avons également une exposition qui est elle aussi le résultat d'une collaboration importante qui raconte l'odyssée d'une famille juive comparée à une famille italienne qui vivent en parallèle ces années de la Première à la Seconde Guerre mondiale et puis les lois raciales qui ont déterminé une péripétie pour la famille juive qui a abouti à Auschwitz avec la mort. Nous avons donc deux voies. Nous estimons que pour lever les préjugés de l'intolérance, nous devons comprendre notre proche, cette richesse qui est celle de l'histoire juive, faite de traditions, de culture, mais d'intégration et de relations dynamiques avec le reste de la population italienne durant les siècles est un des éléments portants pour comprendre toutes les caractéristiques des Juifs. Mais c'est une modalité qui est utile également afin de comprendre autrui dans la société contemporaine. Je voudrais rappeler que vous avez commencé du mois d'octobre de l'année dernière une série de cours en ligne pour approfondir la connaissance de l'histoire, de la culture, de la littérature et de la langue juive. Essayons donc de faire comprendre, surtout aux plus jeunes, quelles sont les relations entre l'Italie et la communauté juive. Je voudrais que vous parliez des liens entre Ferrare et la communauté juive. Eh bien, Ferrare et la communauté juive, oui, à toute l'Italie juive, car Ferrare est une de ces communautés juives qui a vécu un passé de grand prestige économiquement et comme contribution culturelle que cette communauté a donné à toute la communauté juive et à l'interaction étroite qu'il y a eu. Il y a eu un pic de grande intégration
qui est sous les yeux de tout le monde pour reconnaître l'histoire de Ferrare durant la Renaissance. Et puis, en, au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a eu un ghetto ici qui est facile à localiser aujourd'hui, qui fait partie de ces ghettos qui n'ont pas été dénaturés et abolis. On peut se promener en centre-ville et on peut rencontrer les immeubles où la vie juive se déroulait pendant 2 siècles et demi, du XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Vous avez là une des raisons les plus significatives du fait que c'est à Ferrare que l'on a accompli ce projet de l'institution d'un projet national du judaïsme qui a été créé dans le pénitentiaire de Via Frangipane, une prison active durant tout le XXe siècle. Et dans cette prison, l'on a détenu des personnages importants de la communauté juive, Bassani, Corrado de Benedetti. Certains sont sortis de là comme oppositeurs politiques et comme juifs. Certains sont sortis grâce à l'ouverture de ces grilles de la prison. Mais ils ont trouvé à une via Frangipane le début de l'Odyssée qui les a conduits de via Frangipane à Fossoli, à un camp d'internement italien, et puis de là au train, aux convois qui sont arrivés jusqu'à Auschwitz, où la plupart d'eux ont trouvé la mort. Des 100 juifs qui ont été envoyés à Auschwitz de Ferrara, seulement 5 sont retournés. Entre autres, vous parliez du ghetto, Ferrara. Vous avez cette exposition oltre il ghetto, dentro e fuori jusqu'au 15 mai qui résume de façon visuelle ce que l'on vient de dire. Le sens de cette journée de la mémoire par rapport aux sentiments antisémites qui sont présents également dans notre pays. Eh bien, oui, nous en sommes presque à 20 années de célébration. Les commémorations sont importantes, elles doivent avoir lieu partout, surtout au sein des écoles qui sont fondamentales. Mais cette journée de la mémoire doit devenir également un moment de réflexion entre les historiens, tous ceux qui font de la communication, car quelque chose ne va pas, malgré notre grand engagement comme musée, comme communauté juive, comme Italie civile également, et pour lever les préjugés, eh bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, en me rapportant aux faits divers de hier, si un enfant est insulté et est frappé parce qu'un compagnon de 14 ans l'insulte, comment des injures de ce type peuvent naître? Et il y a quelque chose qui ne va pas. Probablement, les parents de ces jeunes ont célébré par des documentaires, des journaux télévisés. Ce sont les parents qui ont éduqué leurs enfants après 20 ans de journée de la mémoire. Et alors, si ces jeunes grandissent et arrivent à l'âge de 14 ans avec des idées antisémites, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez les jeunes de 15 ans, c'est toute la génération qui les a éduqués. Et au sein des écoles, comment se fait-il
que ces enfants sont des teenagers et qui prononcent des phrases si infamantes. Oui, c'est un problème culturel, comme vous le dites justement. Et c'est compliqué. Parce que le jeune parle par oui dire et prononce des phrases infâmes. Donc, à plus forte raison, le sens de cette journée doit s'adresser aux jeunes, aux jeunes qui sont importants pour faire comprendre à ces jeunes que l'on peut changer d'opinion. Oui, mais c'est ce que nous disons depuis 20 ans. Il faut utiliser la journée entre nous pour comprendre ce qui ne marche pas, ce que nous pouvons faire. C'est donc une autre utilité de la journée de la mémoire. Oui, je remercie M. Spagnoletti, je reviens à Rome, je vous remercie et bon film. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bien, entre-temps, nous avons pris du retard. Je passerai la parole à Rabat, à notre directrice, Madame Calléa. Bonsoir, je renouvelle mes remerciements aux invités de ce soir. Ils ont été fondamentaux et j'estime qu'un message important a été transmis, à savoir cette tragédie de l'histoire de l'humanité qui n'est pas simplement important de condamner. Ce qu'il importe vraiment, c'est d'étudier, de comprendre ces événements de façon à ce que ceci ne se produise jamais plus. Pour me rattacher au film qui va commencer à travers les yeux des enfants, je reprends les mots d'un poète, que les petites chaussures rouges puissent se consommer à l'avenir et qu'elles n'en restent pas au numéro 24. J'ai lu cette très belle poésie d'une partisane italienne qui l'a lu comprend l'importance de ce message. Les chaussures doivent augmenter en nombre et avec une éducation scolaire, avec la participation des jeunes, ceci pourra être important pour entreprendre une voie de vie commune, pacifique et de compréhension. Merci à vous tous. Merci, Madame la directrice. Je remercie Monsieur Preziosi et toutes les personnes, Eladia Pavan, Camedini, merci. Je voulais vous poser une question sur ce que cela veut dire que d'étudier pour devenir arabe, mais une autre émission sera consacrée à cet aspect. Il est 19h10. Merci. À vous le film. Merci à vous.